Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier Claude Servol, et Pauline Vigier qui n'est pas là, de l'association Mouvement et du Cowork, de m'inviter à intervenir aujourd'hui. Peut-être que tu veux dire un mot rapidement sur la programmation. Un petit mot rapide. Donc déjà, merci à tous d'être venus. Bonjour aussi à ceux qui sont derrière l'iPad. Rapidement, avec Mouvement, on a mis en place une programmation au niveau du cowork pour lui donner un peu plus de vie et l'ouvrir un peu plus sur l'extérieur. Donc cette soirée dans ce programme, il y aura d'autres soirées, des conférences, des ateliers, des apéros aussi. Donc n'hésitez pas à suivre sur le site, vous trouverez les infos. Je laisse la parole à Claire et puis passez une bonne soirée. À tout à l'heure. Super. Donc alors moi si je suis là ce soir, c'est parce que en fait je suis pas là pour faire une conférence. D'ailleurs ce moment s'intitulait Rencontre et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. En fait je me considère un peu comme ce qu'on appelle, de manière un peu pompeuse, une praticienne réflexive. C'est-à-dire que moi en fait je suis une professionnelle à la base et cette année j'ai fait un master sur le sujet de la redirection écologique des entreprises et j'ai pu en fait avoir un certain nombre d'outils conceptuels et d'éclairage scientifique pour pouvoir éclairer ma pratique. Donc moi jusqu'à présent, j'ai un parcours assez hétérogène, je suis ingénieure de formation. J'ai travaillé dans des grands groupes industriels en tant qu'ingénieur d'abord, puis en tant que lean manager. Donc je faisais du conseil en organisation dans des grands groupes. Et après je suis passée à mon compte et j'ai continué à accompagner du coup les organisations avec un objet précis qui était de faciliter la communication et la coopération au sein de groupes pour définir des visions, des stratégies. Et quand je faisais ça jusqu'à présent, j'utilisais des outils de gestion que vous devez sans doute connaître, comme par exemple le Business Model Canva, le Pestel, qui sont des outils de gestion stratégique, et que j'ai utilisés sans vraiment savoir pourquoi je les utilisais, comment je les utilisais, ce qu'il y avait caché derrière. Donc je ne remettais pas du tout en question le paradigme caché derrière ces outils. Et puis j'ai fait un master qui s'appelle Stratégie et Design pour l'Anthropocène, qui est un master qui est un partenariat entre l'ESC de Clermont et l'école Strat de design à Lyon. En fait, qui est un master qui propose des outils pour pouvoir repenser la stratégie au XXIe siècle, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus troublé, de plus en plus incertain, de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, on a besoin de nouveaux dispositifs stratégiques pour pouvoir prendre des décisions, si ce n'est les bonnes, en tout cas les meilleures décisions possibles. Donc aujourd'hui, on est dans un temps de trouble. J'aime bien ce mot trouble parce qu'il dit quelque chose d'une sorte de dissonance. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la raison, d'ailleurs, ça fait écho avec la raison pour laquelle j'ai fait ce master, c'est que j'ai assisté à une conférence d'Emmanuel Bonnet, un des chercheurs en sciences de gestion, qui nous a parlé pendant 1 heure d'organisation, de qu'est-ce que signifie la performance d'une organisation, qu'est-ce que c'est qu'accompagner une organisation. Moi, je faisais ce qu'on appelle de la facilitation graphique, donc je dessinais pendant sa conférence et en fait, je n'ai rien compris de ce qu'il m'a raconté. C'était tellement en décalage la manière dont il envisageait les organisations, de la manière dont moi, j'avais fait du lean management dans un grand groupe industriel. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, je sens que c'est intéressant, je ne comprends pas et j'y vais. Et c'est pour ça que j'ai fait ce master. Donc mon trouble à moi, il était là. Il était cette incapacité à comprendre une autre manière, en fait, de faire de la performance en entreprise. Et d'ailleurs, je me demande bien, mais on ne va pas forcément discuter maintenant, mais pourquoi pas, après la conférence, de c'est quoi votre trouble à vous? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là ce soir et que vous allez passer 1 heure avec moi pour qu'on puisse échanger? Et en fait, les troubles, ils sont multiples. Moi, c'était un trouble lié vraiment à ma pratique professionnelle, à la fois en tant que lean manager dans un grand groupe, mais aussi en tant qu'accompagnante d'organisation. Donc en ce moment, il y a beaucoup de troubles. Un trouble qui est hyper récurrent est lié notamment à la perte d'engagement des employés. On voit énormément de turnover, une multiplication des arrêts maladie, des burn-out, des grosses difficultés de recruter. D'ailleurs, on dit aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas travailler. En fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette expression? Est-ce que vraiment les jeunes ne veulent-ils pas travailler ou est-ce que les conditions qu'on leur offre aujourd'hui pour travailler ne sont pas les conditions qu'ils attendent? Donc derrière l'ensemble de ces troubles, il y a également, je ne parle même pas des pénuries en eau, pénuries matérielles qui sont plus liées à des problématiques environnementales. En gros, tous ces troubles, pour moi, ne sont pas des problèmes en eux-mêmes, mais sont des symptômes de ce que j'appelle le vide stratégique. Et je reprends cette terminologie à Philippe Baumard.
Philippe Baumard, c'est un chercheur en sciences de gestion qui a essayé de comprendre un peu la stratégie des gouvernements depuis les années 50-60. Et en fait, il nous dit dans son livre qu'il intitule le vide stratégique, les gouvernements n'ont plus de stratégie. On est sur de la tactique, c'est-à-dire sur du court terme, et il n'y a plus de projection à long terme, il n'y a plus de direction. Donc moi, j'ai repris ce terme-là pour l'appliquer aux entreprises. Lui parle essentiellement des États dans son ouvrage Le vide stratégique. Alors pourquoi est-ce que je parle de vide stratégique? Pour plusieurs raisons. Pour moi, il y a un vide parce qu'en fait, ce que sont en train de faire les entreprises et plus largement les organisations, c'est de l'auto-sabotage. En fait, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assise. Et c'est de l'auto-sabotage des propres conditions d'existence, bon, bien sûr, de l'humanité, mais des entreprises en particulier. Pour quelles raisons? Pour moi, il y a ce vide stratégique parce que les hypothèses sur lesquelles reposent les stratégies des entreprises aujourd'hui sont obsolètes. C'est-à-dire que la représentation qu'elles ont du monde n'est pas en accord ou est trop restreinte par rapport à la réalité. La deuxième chose, il me semble, c'est parce qu'il y a un mode de pensée qui est inadapté, un mode de pensée, on le verra après, qui est plutôt linéaire au lieu d'être systémique. Et on est dans un monde complexe où il y a des forces multiples en présence qui interagissent et qui font que c'est compliqué de comprendre ce qui se passe. Et enfin, ce qui fait que, pour moi, le vide stratégique perdure, c'est parce que ces stratégies, en fait, elles sont inscrites dans des dispositifs de gestion. Donc les hypothèses et la représentation que les entreprises ont du monde, elle est dans les dispositifs. C'est-à-dire que dès lors que j'utilise le dispositif, je mets en œuvre la représentation que l'entreprise a du monde, et si les hypothèses dans le dispositif sont fausses, les décisions que je vais prendre derrière seront inadaptées. Donc en gros, c'est ça, les grands éléments que je vais voir avec vous. J'ai repris en fait, donc ça, tout ce travail que j'ai fait là, c'est issu d'un travail de recherche que j'ai fait à la fin de mon master, stratégie et design pour l'anthropocène. L'idée pour moi, c'est de vous présenter, ça je n'ai pas précisé, ces travaux, et l'idée c'est d'aller plus loin, de pouvoir explorer notamment avec des organisations intéressées ou avec des entreprises, pour voir comment on peut repenser avec elles, parce que ça se fera avec les problèmes, enfin avec les personnes dans la singularité de leur situation, pour co-construire en fait ces dispositifs et ne pas les imposer. Donc du coup, dans ces travaux de recherche, je me suis beaucoup appuyée sur un livre qui s'appelle « Lire le management autrement, le jeu des dispositifs », qui est un ouvrage qui est passionnant, qui est écrit par Patrick Gilbert et Nathalie Rollet-Crozet. Et en fait, ils définissent le dispositif de gestion de cette manière-là. En fait, ils désignent ça comme un arrangement provisoire et évolutif entre des éléments à la fois matériels et idéels, qui sont organisés ensemble, donc en vue de réguler les activités collectives et contribuer par hypothèse à une performance. Donc en fait, un dispositif de gestion, ça vise à produire un effet, une performance qui est à définir. Pour pouvoir le faire, on a besoin d'un certain nombre d'éléments. Et en fait, quand il parle d'éléments matériels et idéels, c'est qu'il considère qu'il y a 4 points d'entrée, 4 dimensions dans un dispositif de gestion. Celle qu'on voit à chaque fois, mais qui n'est pas la seule, c'est bien sûr l'outil en lui-même. Donc si je prends le business model Canva, donc le business model Canva, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est un outil qui a été créé par deux chercheurs qui s'appellent Osterwalder et Pigner, et en fait qui en un graphique, mais on va le voir juste après, voilà c'est ça, en un graphique décrit le modèle économique d'une entreprise. Voilà, je prends cet exemple-là, et donc souvent on voit la partie tangible. Ça peut être un tableau de bord, vous avez un fichier Excel avec des indicateurs, ça c'est la partie instrumentation. Mais il n'y a pas uniquement ça en fait. Derrière l'outil, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une idéologie. Donc là, quand je dis idéologie, comprenez-le au sens de paradigme, de vision du monde. D'accord ? C'est à quoi ressemble le monde dans lequel je vis, quelle est la direction que je veux prendre dans ce monde, etc. Et donc en fait, cette idéologie, elle est vraiment inscrite dans l'instrumentation, et elle est portée, donc ça c'est le deuxième point d'entrée, par un langage. Donc le langage, ça dit quelque chose du monde que j'ai inscrit dans l'outil. Et cet outil-là, bien sûr, il est utilisé par certaines personnes dans un certain lieu. C'est ce qu'on appelle l'ancrage spatial et territorial. Et enfin, cet outil, potentiellement, ou ce dispositif, si on ne parle plus longuement, il a une dynamique temporelle, c'est-à-dire qu'il va évoluer. Donc l'idéologie qui est à l'intérieur peut très bien évoluer, l'endroit où on utilise le dispositif peut évoluer lui aussi, l'outil en lui-même, enfin, le fichier Excel, ça peut se transformer en PowerPoint, je dis n'importe quoi, mais ça pourrait être ça, et le langage pourrait évoluer. Donc il y a quand même une dynamique temporelle. À un moment donné, le dispositif il naît, et à un moment donné, potentiellement, il meurt. Et il se transforme pendant cette histoire-là. Là, je vous donne un exemple très concret
Ce que je n'ai pas mentionné aussi pendant mes 10 années d'expérience professionnelle, j'ai aussi cofondé une start-up dans le numérique. Et là, je voudrais juste vous raconter comment j'ai découvert à l'époque, c'était en 2015, j'ai découvert le business model Canva. Je ne l'avais jamais utilisé. Et donc, à un moment donné, voilà, cet outil-là est apparu. Donc là, c'est vraiment la naissance du dispositif. Comment je l'ai rencontré? Je l'ai découvert parce que j'avais lu un livre qui s'appelle Business Model Generation, écrit justement par les chercheurs dont je vous parlais. Et par ailleurs, on était aussi accompagné par une structure d'accompagnement, un incubateur, qui aussi, dans son accompagnement, avait un atelier sur l'utilisation de cet outil. Donc c'était vraiment un outil, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est utilisé par tous les incubateurs, en tout cas que je connais, et partout dans le monde. Donc c'est un outil ultra standardisé, ultra générique. Et donc ça pose la question de si j'ai une idéologie qui est inscrite dans un dispositif qui est utilisé par tout le monde, par toutes les cultures du monde. Là, à la limite, on est en Europe. Cet outil a été créé par des Américains. Donc on a une culture occidentale qui peut être proche. J'imagine par exemple des cultures animistes en Bolivie par exemple. Il y a des entreprises là-bas. Ces entreprises, je ne suis pas allée vérifier, mais je suis certaine que si elles suivent les cours du MIT ou les MOOC qui présentent ces dispositifs, vont les utiliser. Mais si on n'a pas conscience qu'il y a une idéologie derrière, ça veut dire qu'on est en train, par le biais des entreprises, de faire passer une idéologie qui rejoint après la vie quotidienne et en fait qui formate différemment. Donc l'idée, c'est pas de venir dire l'idéologie du business model Canva, elle va pas, c'est de dire attention, dès qu'il y a un dispositif de gestion qui est créé, ça traduit une vision du monde. Donc si j'utilise un dispositif, je dois être capable de la décrypter, cette vision du monde. Et une fois que j'ai décrypté, une vision du monde, ça implique des comportements. Est-ce que les comportements qu'induit cette vision du monde, je suis d'accord avec eux? Et si je suis d'accord avec eux, j'y vais. Et peut-être qu'à un moment donné de ma vie, je ne serai plus d'accord. Et donc je me dirai, est-ce que je continue à utiliser l'outil ou est-ce que j'arrête de l'utiliser? Donc voilà un peu l'enjeu ici. Donc je vais prendre le business model Canva et on va essayer de voir ensemble en fait quel est le monde caché derrière le business model Canva. Donc quand je dis monde, je parle d'idéologie. On peut voir pour moi 4 choses quand on parle d'idéologie. Donc c'est la direction, c'est quoi le sens que je veux prendre, vers quoi je veux aller, pourquoi, c'est la vision, c'est la question de la vision et du sens. Ensuite, ce monde, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quoi les entités et c'est quoi la nature des relations entre ces entités? Et donc ça pose la question de qu'est-ce qui est inclus, mais surtout, qu'est-ce qui est exclu? La question, c'est qu'est-ce qui n'est pas représenté dans le business model Canva, qui est voire plus important que ce qui est à l'intérieur. Ça dit quelque chose en fait de qui on prend en compte. Après, il y a la question du rapport au temps et la question du rapport à l'espace. Et tout ça, ça va orienter les comportements. Donc, si on prend le cas donc, du business model Canva, ce qu'on peut voir, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je reprends rapidement l'idée. Donc, c'est un bloc, c'est un modèle qui est en 9 blocs. Et l'idée, c'est d'expliquer le modèle économique d'une entreprise. Donc, l'idée, c'est, vous avez les segments de clients à droite, et la question, c'est quelle est la proposition de valeur que vous pouvez leur proposer. Donc quand on monte une boîte, c'est ce qu'on se propose la question. Les clients, c'est quoi leurs besoins? Qu'est-ce que je peux mettre en face? Ce que je mets en face, donc par exemple, quand j'ai créé Woom, c'était une application mobile de réservation de loisirs. Donc se dire, okay, comment je distribue ça? Donc si c'est physique, c'est via les réseaux de transport. Si c'est une application, c'est via les réseaux de communication. Et après, la question, c'est quelle relation je veux établir avec mon client pour m'assurer, en fait, qu'il continue à l'acheter mon produit. C'est ça et ça génère des revenus. Donc c'est la partie droite, flux de revenus. Et à gauche, on se dit, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de ressources. Donc les ressources clés qui vont réaliser un certain nombre d'activités clés. Et pour pouvoir m'aider, je peux éventuellement avoir des partenaires clés. Et tout ça, ça va me générer des coûts. Donc là, en fait, la direction, voilà en gros comment ça fonctionne. La direction ici, c'est finalement, c'est indiqué par les piliers. Vous pouvez voir en fait le business model Canva comme une maison. C'est hyper intéressant aussi. Alors moi, je fais de la facilitation graphique, c'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup au langage visuel, à la forme qu'on donne aux choses. Et là, on pourrait dire que c'est une maison en fait. Et puis en pilier, la base, les fondements, c'est ce qu'il y a en bas et c'est quoi les fondements? C'est quoi le plus important, ce qui fait tenir le tout? Et c'est le flux de revenus, structure de coûts. Donc là, même dans la représentation, on sent que les coûts, la dimension économique, elle est centrale, c'est le pilier. Sans ça, ça s'effondre. Ça dit quelque chose aussi de la manière dont on représente. Donc c'est la performance économique. Le business model Canva, la direction, c'est la performance économique. Donc si avec ça, je veux vouloir améliorer la qualité de vie au travail, je veux améliorer des relations humaines, le business model Canva ne me permet pas de le faire parce que son sens, c'est de faire en sorte que la partie droite génère plus de valeur économique que la partie gauche.
Voilà, c'est ça ce que fait le business model Canva. Donc, quelles sont les entités qui sont à l'intérieur? Alors, ce qui est intéressant, c'est de se voir les personnes. Alors, on a segment de clients, on a partenaire clé. En fait, ce que vous ne savez pas, mais vous savez sans doute si vous utilisez le business model Canva, dans ressources clés, il y a des personnes, les employés. Ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, les employés, ils sont mis dans le bloc ressources. Et dans le bloc ressources, on n'a pas seulement les employés, on a les finances, on a les technologies, on a tout ce qui est matériel. C'est-à-dire qu'on a mis, en fait, l'employé sous la case ressources. Donc en disant ça, ce qu'on dit, c'est que la fin, c'est la performance économique et le moyen sont les ressources et l'homme fait partie de ces ressources. Et maintenant, quand on entend la phrase « les jeunes ne veulent plus travailler », et ben peut-être que ça dit quelque chose. Moi, je sais que quand on a monté notre start-up, et ben, j'ai mis les employés dans ressources clés et je ne me suis pas dit est-ce que mon objectif c'est de faire travailler des gens ou est-ce que c'est de faire des bénéfices pour faire tourner ma boîte. Ben non, c'était comment je fais pour trouver des clients et gagner de l'argent. Et par ailleurs, j'ai besoin de personnes pour le faire. Dans le quotidien, dans le quotidien c'est différent, mais en fait cet outil-là, il nous positionne, il nous structure comme ça. C'est-à-dire que les décisions que je vais prendre, elles vont être pour le client et l'employé sera une ressource. Et donc le symptôme, genre turnover, désengagement des salariés, je veux plus travailler, en fait, peut-être que ce genre d'outil est responsable de ça, ou a une forme de responsabilité. Et puis les clients, bien sûr, les clients toujours centrales. Maintenant, il y a le customer centricity. Alors là, c'est intéressant du coup d'analyser le langage, parce qu'on a parlé de la dimension du langage. On dit le client est roi souvent. Bon là, c'est pas écrit là, mais on dit le client est roi. Et vous savez comment on appelle le client quand on fait du marketing? On l'appelle une cible. C'est marrant d'appeler à la fois, dire que le client est roi, qu'on est obsédé par lui, c'est ce que dit Jeff Bezos, et qu'à la fois il est une cible. En fait, on a un vocabulaire de la guerre quand on parle des clients. D'ailleurs, on appelle ça du targeting quand on regarde les outils de marketing digital. Donc le langage est aussi intéressant à observer. Ah oui, une dernière chose qu'on peut dire aussi, c'est qu'en fait, il y a une dynamique très linéaire. En fait, si on devait, on pourrait découper en trois en fait le business model Canva. On aurait la partie ressources. Donc ça correspondait au système Terre. Quand je dis système Terre, c'est l'énergie. En fait, l'énergie humaine, l'énergie matérielle, l'énergie tout court, renouvelable, etc. Donc là, on a le système Terre qu'on va utiliser. On va le transformer. Cette transformation, c'est ce qu'on appelle la technosphère. La technosphère, ça correspond, c'est un terme qui a été inventé par un scientifique pour désigner en gros tout ce qui est produit par l'homme. Donc par exemple, cet ordi, c'est la technosphère, les infrastructures, c'est la technosphère, les objets, c'est la technosphère, mes vêtements aussi, le dioxyde de carbone, les gaz à effet de serre qu'on envoie, qui ne sont pas naturels mais qui sont produits par l'homme, ils font partie de la technosphère. En gros, c'est tout ce qu'a transformé, tout ce que produit l'homme. Et puis, donc, on a un système Terre, on a une technosphère, qui est une grosse usine qui vient transformer le système Terre pour répondre aux besoins de la sociosphère. Donc, on a un truc hyper linéaire, puis derrière, ça devient des déchets. Donc voilà, le business model Canva, il y a aussi un mode de pensée qui est très linéaire derrière. Au niveau de l'espace, si on regarde le rapport à l'espace, là, en fait, il n'y a pas de territoire, on ne voit pas où ça se passe. Et le rapport au temps, il n'est pas présent non plus quand on regarde le modèle. Je sais pas, il est 18h27. Donc, finalement, ici, j'ai essayé, donc je me suis inspirée du business model Canva pour dessiner un peu le monde vu par les entreprises et la stratégie qui en résulte. Donc, en fait, les hypothèses, si on regarde le business model Canva, c'est des ressources infinies. Il n'y a pas la notion de quantité. D'ailleurs, dans les ressources clés, quand vous le remplissez, vous ne mettrez jamais j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'une prise électrique, j'ai besoin d'eau. C'est une évidence. Jusqu'à présent, elles n'étaient pas clés, ces ressources. Donc, dans ressources clés, on mettait je fais une application informatique, j'ai besoin d'ingénieurs en informatique. Mais je ne mettais pas j'ai besoin d'énergie pour alimenter mon ordinateur, etc. Donc, en fait, l'hypothèse, c'est matière, énergie et puissance infinie. Le deuxième élément, c'est une autonomie de la sphère économique et de la technosphère par rapport aux autres sphères. Donc, les autres sphères, je vais vous en parler. Donc, c'est la biosphère, l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. En fait, ce sont toutes les sphères naturelles. Et là, en fait, elles apparaissent absolument pas dans le business model Canva. En fait, le monde, il ressemble à ce que j'ai dessiné ici. Et donc là, la stratégie, quand on a ça, si on veut faire plus de performance économique, il faut vendre plus de biens, il faut les vendre plus vite, et c'est possible parce qu'on a une puissance, une énergie infinie, hein, et pour aller vite,
La puissance, hein, c'est la quantité d'énergie délivrée par seconde. Donc plus on a de puissance, plus on peut aller vite. On peut aller plus loin et on va essayer de payer moins cher. Donc la stratégie, c'est celle-là. Le problème, c'est que les ressources sur lesquelles elles sont basées, les ressources infinies, eh ben, elles sont plus valables. Donc on ne pourra plus produire autant, aller aussi vite et aller aussi loin. Et donc il faut élargir en fait notre manière de nous représenter le monde. Aujourd'hui, dans les dispositifs de gestion des entreprises, elles ne représentent qu'une seule partie du monde. En fait, il faut savoir que la Terre, ce que je disais, c'est un système, hein, c'est-à-dire un ensemble d'éléments hétérogènes qui ont des liens entre eux, composés de sphères naturelles, donc dont je vous parlais, qui sont en équilibre dynamique. Donc les sphères naturelles, c'est l'eau, l'air, les sols, la lithosphère, et la biosphère, c'est-à-dire le vivant, dont nous faisons partie, ne l'oublions pas. Et en fait, ces sphères, elles vont rétroagir les unes sur les autres. Et en fait, elles sont parcourues par des flux de matière et d'énergie. Et nous, ce qu'on a fait en fait en amenant la technosphère, c'est que comme on veut puiser en fait cette énergie, on prend de l'énergie, on prend des matériaux à une partie du monde et on les amène à l'autre bout du monde. Et puis en plus, on le fait très vite parce qu'on a du pétrole et donc on a énormément de puissance. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de remodeler complètement la Terre et d'accélérer ces flux d'énergie et de matière. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont une vitesse constante. Et c'est cette vitesse constante qui permet d'être dans un état qui est habitable. Si on dit on commence à tout accélérer et à déplacer tout, en fait, potentiellement, l'état de la Terre peut passer d'un état habitable à un état inhabitable. Et on voit que ça devient de moins en moins habitable. On l'a vu avec la pandémie de Covid, on l'a vu avec la multiplication des feux de forêt, les sécheresses, etc. Donc on est en train tranquillement de basculer. Et le problème, c'est qu'il y a des limites. C'est ce qu'on appelle les limites planétaires. Donc c'est les limites géophysiques de la planète. Et en fait, vous voyez là, ça c'est un graphique qui a été produit par des chercheurs de l'Institut Rockstrom. Et là, l'idée, c'était de se dire quels sont les grands processus qui régulent la stabilité de la Terre et est-ce qu'on peut identifier des valeurs limites au-delà desquelles, si on dépasse, on tombe dans un nouvel état qui est a priori incertain. En fait, ces processus naturels, vous avez le changement climatique, donc ça, tout le monde le connaît. Il faut savoir qu'il y en a 8 autres et que sur l'ensemble, il y en a déjà 6 limites planétaires qui sont dépassées. Et les deux dernières limites, c'était la disponibilité d'autres sources et puis la pollution. Elles ont été dépassées année dernière. Donc ce qui est important avec ça, c'est que vous voyez qu'il y a finalement 9 processus à prendre en compte. Aujourd'hui, on est tous focalisés sur le changement climatique. En fait, ce n'est pas la seule limite planétaire. On commence à parler de perte de biodiversité, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi ce qu'on appelle le changement d'affectation des sols. Donc, par exemple, c'est de transformer des forêts en plaines pour faire de l'agriculture, ou maintenant de transformer des plaines agricoles en zones de panneaux photovoltaïques, par exemple. Donc ça, on change l'utilisation des sols. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'acidification des océans, la charge en particules fines, l'érosion de la couche d'ozone. Bref, vous avez 9 limites. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut les penser ensemble. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont interdépendantes. Je vous donne l'exemple de la biodiversité et du changement climatique. En fait, vous savez, j'imagine que la biodiversité, les forêts sont un puits de carbone. On vous a sans doute dit. Donc, il y a vraiment... Donc, ce qui se passe, c'est que quand on émet des gaz à effet de serre, on augmente, donc là, c'est ce que j'ai fait la petite flèche, on augmente le changement climatique. Si on augmente le changement climatique, il y a une multiplication des sécheresses. Les sécheresses, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont générer des feux. Les feux vont détruire les forêts. Les forêts étant un puits de carbone, elles vont limiter leur capacité à retenir les émissions de gaz à effet de serre, ce qui va amplifier le changement climatique. Donc là, on a des boucles d'amplification, une sorte de cercle vicieux et des effets amplificateurs. Et ça, c'est le cas avec toutes les limites planétaires. Donc il se peut qu'en en améliorant une, vous dégradez les autres. Ou en dégradant une, vous dégradez encore plus les autres. Donc en fait, c'est hyper complexe. C'est pour ça que je suis là juste pour partager et pas pour trouver des solutions, parce que je ne les ai pas. Mais en fait, le sujet important là, c'est de comprendre que c'est pas une crise. On parle de crise écologique, mais en fait, c'est un changement d'état du système Terre, une réorganisation des processus qui régulent la stabilité des systèmes Terre. Et en fait, la vraie crise, si on peut parler de crise, c'est une crise des relations à notre milieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'accélérer les flux de matière élargie. Donc,
le lien qu'on a avec notre milieu, que ce soit l'eau, l'air, les sols et la société humaine. Donc là, je repense à la perte d'engagement, au turnover, etc. En fait, on pourrait voir notre époque, et notre époque, on l'appelle l'Anthropocène. C'est un nom qui a été donné par des chercheurs en l'an 2000, des géologues, pour désigner le fait, donc Anthropocène, âge de l'homme. Donc c'est une nouvelle époque géologique dans laquelle l'homme est devenu une force géologique. On est capable vraiment de déplacer des montagnes d'un bout à l'autre de la planète, de modeler en fait, de modeler la planète. Et en fait, on a fait ça en perturbant les cycles dont je vous parlais, on les a perturbés, et ce qui fait basculer la Terre dans un autre état. Donc on peut voir ça comme une crise des relations. Et donc c'est sur les relations, donc moi c'est une proposition, c'est de travailler sur la relation et d'avoir une approche relationnelle, une approche systémique. Alors là, donc j'ai réfléchi pas mal à ce sujet et j'ai des propositions justement pour pouvoir avoir une approche systémique, mais je tenais quand même à vous montrer d'autres dispositifs de gestion que le business model Canva, qui ont pris en compte les limites dont je vous parlais. Là, il y en a deux. Donc le premier, c'est le Flourishing Business Canva. Donc là, il est assez semblable en termes de, vous voyez, de visuel. On a effectivement encore des blocs. On a ce côté un peu encore siloté. Hein. C'est moi ce que je reproche au business model Canva, c'est qu'on ne voit pas les relations en fait. Donc tout est siloté, mais il a le mérite, celui-là. En fait, vous voyez, bien sûr, il y a la dimension économique qui est celle du business model Canva, mais la dimension sociale est intégrée. On a la société qui intègre l'économie, et plus globalement, la société est insérée dans l'environnement. Donc là, on a quand même ces différentes sphères sociales et environnementales qui n'étaient pas présentes et là qui sont incluses. Donc ça, c'est intéressant. Un autre point que je trouve aussi intéressant, c'est que la partie people est mise en valeur. C'est-à-dire que là, on a vraiment un bloc dédié pour les people, et il ne s'agit pas uniquement des clients, mais de toutes les parties prenantes, donc ce qu'ils appellent stakeholders. Et la notion de relationship, de relation, finalement, elle est présente aussi. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de se dire comment je design des relations avec toutes les parties prenantes. Donc moi, je le trouve intéressant pour ces raisons-là. Après, je vous laisserai, hein, il y a un site exprès qui explique bien tout. Et puis, il y a un deuxième dispositif qui s'appelle le Donut, donc de Kate Raworth. Kate Raworth, c'est une économiste britannique qui a écrit la théorie du donut, 7 principes pour l'économie du 21e siècle. Et elle, en fait, elle propose dans un visuel de représenter à la fois donc, les 9 limites planétaires dont je vous ai parlé, donc ce qu'il y a autour là, qui correspond à ce qu'elle appelle un plafond écologique. Donc c'est un plafond à ne pas dépasser pour ne pas justement tomber dans un état, enfin, pour pas que le système Terre tombe dans un état inhabitable. Et elle a aussi pris un certain nombre d'objectifs de développement durable. Donc en fait, il y a l'ONU qui a défini 17 objectifs de développement durable et elle s'est inspirée de ces objectifs-là pour définir ce qu'elle appelle un plancher social. Et l'idée, c'est que personne ne devrait aller en dessous d'un certain plancher, d'un certain seuil, pour ce qui concerne notamment la capacité à avoir de l'eau, de la nourriture, à avoir un revenu, une éducation, etc. Et donc l'idée pour Kate Raworth, la phrase qu'elle dit, c'est en fait il faudrait faire tenir nos activités et nos entreprises à l'intérieur du donut. Du coup, ce qu'il y a le donut, c'est la partie justement, ce qu'elle appelle être un espace sûr et juste pour l'humanité. Et donc elle propose qu'on design nos activités industrielles par exemple, ou les activités plus globalement des organisations, pour les faire tenir dans le donut. Alors moi je trouve ça très intéressant parce qu'on voit l'aspect systémique, on voit les 9 limites planétaires ensemble, plus la dimension sociale, parce que l'idée, il faut s'assurer quand même qu'on répond aux besoins. Parce que souvent il y a la question de, ok, on va par exemple limiter le changement climatique en obligeant les gens à utiliser les transports en commun. Il y a des zones rurales où il n'y a pas de transport en commun. Donc ça veut dire que souvent les mesures, elles vont aller contre ceux qui ont le moins de pouvoir. Et donc l'idée, c'est quand même de s'assurer, quand on a des actions écologiques, de ne pas dégrader en fait la dimension sociale. Qu'il y ait une justice sociale et une équité sociale. Et donc ce donut a cette vocation-là. Alors moi, aujourd'hui, il y a un donut pour les entreprises, que je n'ai pas encore regardé, mais je vais m'empresser d'aller le faire. Ça fait 1 ou 2 mois qu'il est sorti, il me semble.
Là, c'était un donut très global qu'elle a dans son livre, mais elle a décliné ça à un donut entreprise. Et si vous êtes intéressé, on pourra le regarder ensemble à un autre moment. Mais ça peut être intéressant. Moi, ce que je reproche effectivement à ce donut-là, c'est que du coup, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, ça paraît tellement large. Là, on a le système dans sa globalité, mais comme il faut tout gérer en même temps, par quoi on commence? Et c'est la limite, en fait, de ce dispositif pour moi, mais que peut-être le donut entreprise a résolu. Mais il faudra le regarder. Alors moi, mes propositions. Donc moi, je ne propose pas un outil fait, je ne propose pas un dispositif fait. En fait, je propose des principes de design, c'est-à-dire des grands principes, et avec l'idée, le concept derrière, c'est la notion de dispositif vivant. Le sujet, c'est l'habitabilité. Pour moi, la voie qu'il faut emprunter, c'est la voie de la vie. Donc l'idée, c'est de créer des relations à notre milieu, que ce soit des êtres humains, des relations à l'eau, à l'air, aux différentes sphères dont je vous ai parlé, mais aussi à la technosphère, aux objets. Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de prendre soin de tout ce qui nous entoure. Et prendre soin, c'est aussi prendre soin des objets qu'on utilise, qui nous rendent des services, et qui impliquent aussi parfois d'aller dégrader d'autres relations, notamment celles avec le milieu. Donc l'idée, c'est d'avoir une forme d'écologie. En fait, la notion d'écologie, elle est souvent galvaudée. On associe souvent écologie et environnement. Et en fait, écologie, en fait, c'est une discipline scientifique qui s'intéresse à la science des relations au sein d'un écosystème et des conditions d'existence grâce à ces relations dans un écosystème. Donc la vie, elle existe pourquoi? Elle existe grâce aux autres. C'est-à-dire que si j'étais tout seul, si un organisme est seul, il ne peut pas vivre. Ce qu'il fait vivre, c'est les relations qu'il entretient avec son environnement. Sa propre espèce, mais aussi les autres espèces. Et le milieu inerte, comme les espèces dont je vous ai parlé, l'hydrosphère, etc. Donc en fait, l'écologie, c'est la relation. Donc pour moi, là, on parle, donc, dans le master, on parle de redirection écologique. En fait, la redirection écologique, c'est quelle direction je veux donner, à quoi je tiens, qu'est-ce qui est important. Et ça, en fait, c'est à chacun de le définir. Moi, j'ai pas la réponse, enfin, j'ai ma réponse, mais chacun en a la nôtre. Pour pouvoir y aller, quelle relation on doit tisser? Et idéalement, c'est que cette direction aille vers la vie. Et donc, c'est comment on rend ces relations vivantes. Et en fait, le vivant, par quoi il se caractérise? Par la continuité, mais aussi par le renouvellement et la capacité à muter. Et donc, quand je parle de dispositif vivant, je parle aussi de cette capacité à se transformer. Donc, la question, en fait, j'aime bien l'idée, en fait, de se dire comment tenir. Et je trouve que ce mot tenir, il est intéressant, parce qu'on peut le décliner de plein de manières. Et en fait, il exprime, pour moi, il est proche justement de cette notion de vivant. Il y a tenir à, c'est la question du sens, ce à quoi je tiens. Maintenir, c'est la question de la durée. Et la vie, elle dure. Entretenir, c'est la question en fait, de la dynamique. Comment ça se renouvelle. Il y a la question de retenir aussi, la question de l'apprentissage. Là, on est dans un monde incertain, on est entouré de troubles, et en fait, on va devoir explorer. Donc ces dispositifs vivants, c'est des dispositifs d'exploration. Qu'est-ce que je ne sais? Alors, qu'est-ce que je sais? Et après, il faut apprendre à savoir ce que je ne sais pas, et accumuler de l'information, de la connaissance pour pouvoir avancer. C'est-à-dire que moi, là, peut-être que vous étiez venu pour avoir une réponse, voilà le dispositif. En fait, je ne l'ai pas, mais j'ai certains principes. Et je trouve que cette notion de tenir, elle est intéressante. Et pour moi, la question du sens, de ce à quoi on tient, c'est aujourd'hui ce que les entreprises appellent la raison d'être. Mais moi, j'ai envie de demander à quoi vous tenez vraiment. Parce que vous regarderez, alors c'est intéressant toujours la question du langage, d'aller analyser les raisons d'être des entreprises. En fait, elles ont toutes les mêmes raisons d'être. Parfois, on me demande de venir dessiner les raisons d'être ou les stratégies. Et quand je parlais de vie stratégique, on a tous la même stratégie. Vendre plus, aller plus vite, plus loin, etc. C'est-à-dire que s'il y a une stratégie unique, à un moment donné, il n'y a pas de stratégie. En fait, on pourrait, moi, avec un dessin, je dessine beaucoup, je pourrais faire un dessin et le donner à toutes les boîtes. Parce que je sais quelles vont être leurs raisons d'être. Satisfaire les besoins de leurs clients tout en préservant l'environnement et les conditions sociales de machin. Voilà. Et donc, tout pareil. Après, concrètement, ça veut dire quoi? La raison d'être, en fait, ça part de situations singulières. Donc, pourquoi j'ai pas de solution et de dispositif tout fait? Parce qu'en fait, on est face à des problèmes. J'aime bien, en fait, j'ai repris ces éléments-là. Alors, j'ai oublié, j'ai pas mis la référence. En fait, c'est la notion de problème pernicieux ou problème épineux. Et en fait, moi, je me dis que si on veut designer des stratégies qui sont efficaces, en réponse à des problèmes complexes, c'est important de connaître la nature de ces problèmes. Et en fait, ces problèmes, ils ont plusieurs caractéristiques. Et une fois qu'on les a, on dit « Ah ouais, ça,
utiliser le business model Canva, ça ne va pas marcher. La première caractéristique de ces problèmes, c'est que chaque problème est unique. C'est pour ça que je n'ai pas un dispositif qui marche. Parce que les problèmes dont on parle, c'est les problèmes qui sont uniques. Ils n'ont pas de définition claire. Par exemple, je reprends l'exemple de les jeunes ne veulent pas travailler. Enfin, on parle de quoi? On parle de qui? On parle d'où? On parle... veulent pas travailler, c'est-à-dire... Enfin, veulent... Bon, c'est pas clair, quoi. Tout problème complexe est le symptôme d'un autre problème. Bon, voilà, c'est typiquement l'exemple. Ensuite, le 4, c'est les solutions sont limitées par notre vision du monde. Bah, aujourd'hui, les dispositifs de gestion qu'on a limitent notre vision du monde et ne nous permettent pas de penser, j'aime pas cette expression, mais de penser out of the box. J'aime pas cette expression, mais pour le coup, là, elle peut s'appliquer. Après, on n'a pas de test immédiat ou ultime de la solution. On ne peut pas dire, on a fait le truc, ah c'est bon, ça marche. Parce qu'en fait, l'environnement, il change, il y a un nouvel acteur qui entre en jeu, un nouveau paramètre qui entre en jeu. Tout d'un coup, bah, c'est plus la solution adaptée. D'où la notion de dispositif vivant, en fait. C'est un dispositif qui se réagence, qui se réajuste en permanence pour prendre en compte les nouvelles données de l'environnement. Et les nouvelles données, c'est en fait les entités. Ça peut être un nouvel objet technique, une nouvelle technologie qui arrive, un nouvel acteur qui arrive, une nouvelle condition, enfin un facteur environnemental, je sais pas moi. D'un coup, on a un dispositif, comme il y a une idéologie, les gens qui ne sont pas d'accord avec l'idéologie, ils vont avoir des contre-stratégies pour faire échouer votre tableau de bord. C'est souvent ce qui se passe, et je l'ai fait. C'est filmé, mais c'est pas grave. J'ai fait échouer les stratégies. Bon, je vous raconte la petite histoire, mais je travaillais en tant que lean manager. Quand on est lean manager, dans les grands groupes, alors ça dépend des grands groupes, mais moi, celui dans lequel j'ai travaillé, en fait, il y avait vraiment une série d'ateliers à dupliquer tel quel avec les outils vraiment du lean à appliquer tel quel. Et en fait, c'était pas forcément, pour moi, dans les équipes que j'accompagnais, il n'était pas adapté, il n'était pas du tout vivant. C'était un dispositif, pour le coup, hyper rigide. Tellement rigide que ses effets sur moi, ça a été de perdre confiance et de me dire que j'avais rien compris et d'être incapable, du coup, ou d'avoir des difficultés à aller déployer un dispositif en quel je ne croyais pas et auquel je ne tenais absolument pas. Et l'idée, c'était que les gens s'emparent de son dispositif pour pouvoir après le réappliquer de manière autonome. Donc là, il y avait vraiment une dissonance énorme. Alors moi, comme je suis créative, et en fait on est tous créatifs, j'ai quand même bougé le dispositif. J'ai failli louper la certification parce que je n'avais pas utilisé un outil qui était l'outil phare du Lean. Mais moi, j'avais jugé que dans la situation, il n'était pas pertinent et j'avais expliqué pourquoi. J'ai quand même eu la certification. Et par ailleurs, il y avait un réseau de Lean, un réseau international justement de Lean Manager. Donc là, on peut voir ce réseau comme un dispositif. La performance qu'il vise à obtenir, c'est de faire en sorte que la méthode soit bien appliquée et que si on a des problématiques, on puisse en faire part. Donc, là, on a un dispositif. L'ancrage spatial et territorial, celui-là, c'était international. Donc on faisait ça soit dans des salles de réunion, mais on avait une visio à distance. Donc là, je vous fais les 4 dimensions là, pour que vous voyez. Hein. Mais le tout, c'était à distance, en globish, donc en anglais, on ne comprend rien. Sachant que les problématiques, elles étaient vraiment très françaises, hein, pour le coup. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place une contre-stratégie et un dispositif vivant, mais à l'époque, je ne savais pas que c'était un dispositif vivant que je mettais en place, où en fait, avec des problématiques très précises que j'avais avec une équipe en particulier, j'avais une amie qui était aussi lean manager comme moi. En fait, le dispositif qu'on a mis en place, c'est d'en parler à 2 autres qu'on aimait bien, qui étaient avec nous sur le même territoire, justement. Et on s'est retrouvés, et on a fait ça 2-3 fois. On a pris les post-it, et on a fait notre truc, et en fait, moi, ça m'a un peu débloqué. Et puis finalement, en fait, l'idée du dispositif vivant, c'est qu'il meurt aussi, et d'accepter qu'il meurt. Et en fait, on l'a fait 3-4 fois. Et à la fin, on a arrêté. Et on ne s'est même pas dit qu'il fallait l'arrêter, juste on a arrêté de se voir, on a arrêté de faire des réunions, parce que sans doute que le problème était plus aussi important qu'avant. Mais voilà, le dispositif, il est né d'un sujet très singulier, d'une problématique singulière, comme contre-stratégie, un dispositif que je qualifierais de zombie, pour faire écho aux travaux d'un physicien qui travaille sur les technologies vivantes et zombies. Les technologies zombies, c'est par exemple ça, où en gros, c'est pas soutenable, c'est-à-dire que ça va durer 2 ans, puis après, ça devient un déchet. Pour moi, un dispositif zombie, c'est un dispositif qu'on vous impose, et puis qui ne dure pas parce qu'en fait, il ne correspond pas à votre situation. Et donc, l'idée de dispositif vivant, c'est qu'il puisse évoluer et correspondre à des situations singulières. Bon, là, j'ai un peu divergé, mais c'était pour faire écho au fait qu'un dispositif, ça produit quelque chose, donc notamment des contre-dispositifs, comme moi j'ai fait avec mon réseau officieux de Lean Manager. Donc après, il n'y a pas le droit de se tromper dans ces problèmes-là, parce qu'effectivement, les conséquences, elles peuvent être importantes.
règle de non-retour. En fait, chaque solution potentielle laisse des traces irréversibles. Donc là, je prends un exemple très concret. La question de la réversibilité. Dès que vous ajoutez une technologie, par exemple, vous dites les changements climatiques, on va faire de la décarbonation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer du moteur thermique au moteur électrique. Là, on va du coup mettre de nouvelles technologies. Mais de nouvelles technologies, c'est quoi? C'est de nouvelles industries. Et en fait, ces industries, il faut les maintenir. Mais peut-être qu'un jour, on se dira « Ah non, mais finalement, le moteur électrique, ça consomme énormément de minerais, c'est pas viable. » Et donc, on va se poser la question à la fin de qu'est-ce qu'on en fait? Une fois que les usines elles sont construites. Donc, parfois, il y a des actions qu'on a qui sont irréversibles. Plus vous mettez de matérialité, plus ça va être irréversible. Donc, parfois, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de mettre un dispositif technique, de mettre un dispositif humain. Parce que pour le coup, les relations humaines, c'est plus des relations qu'on peut faire évoluer. Par exemple, le risque, si vous avez par exemple une alarme, vous mettez, dans un grand hôtel, une alarme ou un vigile. Bon, il y a deux possibilités. Quand l'alarme est en panne, du coup, c'est super performant l'alarme, mais quand ça marche pas, ça marche pas. Donc c'est beaucoup plus performant, mais beaucoup moins robuste. Donc il y a la question de la robustesse, elle est intéressante aussi. Donc de se dire, le dispositif que je crée, est-ce qu'il est plutôt humain, est-ce qu'il est plutôt matériel, technique, etc. Et après, la dernière chose, non, c'est bon, règle de non-retour. Donc vous voyez qu'avec ces différentes dimensions des problèmes, les dispositifs, ils ne peuvent pas être déjà construits. Donc en fait, l'idée du dispositif vivant, c'est qu'il mute. Donc là, l'idée, en fait, la logique, c'est de dire, je pars d'une situation singulière, d'un problème pernicieux qui génère du trouble. Après, je vais aller enquêter, donc récolter des connaissances, ce que moi j'ai fait finalement, où je suis allée voir des collègues, je leur ai demandé, mais vous faites comment? Je suis allée voir comment ils ont fait, ils m'ont expliqué. Et puis après, ensemble, on a essayé de designer des réponses. On s'est mis dans une salle parfois pour essayer de réfléchir, ou parfois je suis venue avec eux sur le terrain, et ils m'ont montré concrètement, et moi j'ai pris des notes, on a échangé après. Et après, ce trouble, petit à petit, moi, il a disparu parce que j'avais acquis de la connaissance, et on a fait évoluer le dispositif pour qu'à la fin, moi, ma situation soit résolue. Bon, c'était une situation qui n'était pas très complexe, mais ça donne l'idée. Donc, pour sortir de la pensée linéaire, je pense que pour designer une stratégie, en fait, aujourd'hui, si on doit voir le design de stratégie, je propose qu'on se dise que finalement, designer une stratégie, c'est designer ou transformer un système de relations. Donc, de regarder, quand vous analysez votre environnement, vous êtes dans une situation singulière, vous dites autour de vous, c'est quoi les différentes entités avec lesquelles je suis liée, qui ont un lien avec ce qui se passe. Et l'idée, c'est de se dire, ces entités, elles peuvent être de plein de natures différentes. Elles peuvent être, comme je vous le disais, techniques, ça peut être de la technosphère, ça peut venir de la biosphère, ça peut venir de la sphère économique, etc. Donc là, j'ai dessiné par exemple une entreprise qui est en lien avec l'hydrosphère parce qu'en fait, elle a besoin d'eau. Mais il s'avère que cette eau-là, en fait, elle est partagée avec les habitants. Il s'avère que ces habitants, parmi ces habitants, il y a ses employés. Donc ces employés, on a besoin pour pouvoir faire tourner son usine. Par ailleurs, elle a des clients à qui, par exemple, elle vend des téléphones portables. Et puis ces clients, ils sont aussi des habitants, donc ils ont aussi besoin d'eau. Donc la question, c'est, le jour où on a la problématique de pénurie en eau, qu'est-ce que fait l'entreprise? Est-ce qu'elle s'approprie toute l'eau? Ou est-ce qu'elle se dit, en fait, moi, je dépends d'employés qui dépendent de l'eau, je dépends de clients qui dépendent de l'eau. Donc, en fait, il y a un arbitrage, parce qu'on est tous interdépendants. Et donc, la question, c'est comment on prend tous soin des ressources qu'on a en commun pour pouvoir faire en sorte que le système y tienne. Et donc, par exemple, qu'il n'y ait pas la révolution des employés qui font grève parce qu'en fait, l'entreprise ponctionne toute l'eau et que les employés en ont plus dans leur village, par exemple. Donc là, en fait, le système y tient, finalement, si toutes les relations tiennent. Mais ça implique de considérer et de reconnaître qu'on est tous interdépendants. Et donc, on a intérêt à ce que les relations entre tout le monde soient pérennes. Donc, designer une stratégie, c'est se dire comment je transforme une relation qui est insoutenable en relation plus soutenable. Donc, par exemple, vous pouvez vous dire, en tant qu'entreprise, soit vous dites j'ai plein de fournisseurs, par exemple, vous dites je diversifie les fournisseurs, comme ça s'il y a un problème de matière première, je ne suis pas impactée.
ou alors vous vous dites j'en ai moins, mais j'établis une qualité de relation avec eux tellement importante que le jour où il y a un problème, j'aurai tellement pris soin d'eux que le jour où il y a vraiment un déficit de matières premières ou de produits, je passerai en priorité. Parce que moi, en tant que client de ce fournisseur, j'aurais pris soin de cette relation à un autre moment. Donc en fait, il y a plein de stratégies pour pouvoir transformer les relations. Et pour moi, cette notion du soin, la stratégie du soin, elle est centrale. Parce que comme on est tout interdépendant, si le système vit, il faut que toutes les relations du système vivent et que les entités vivent. Si l'entreprise, elle dépend d'eau, s'il n'y a plus d'eau, elle disparaît. Si elle a besoin de ses employés, qu'il n'y a plus disparaît parce qu'il n'y a plus d'eau, elle disparaît aussi. Cette notion d'interdépendance, c'est important de l'avoir. Donc moi, ce que je propose, c'est quand vous êtes face à une situation de trouble, vraiment vous essayez de décrire, en parcourant les différentes sphères, en disant, là, il y a la question de la biosphère, il y a un parc par exemple. On va construire un parking, on est une boîte, on va construire un parking. Mais en fait, ce parc, les enfants des employés ou les employés, ils viennent se détendre le midi. Est-ce qu'il vaut mieux un parking ou est-ce qu'il vaut mieux un parc? Ou est-ce qu'il vaut mieux les deux? Et après, il y a la question aussi de la démocratie, c'est que à ce moment-là, il y a un espace dans le dispositif, si on imagine un dispositif, pour qu'on puisse échanger sur qu'est-ce qu'on fait. Parce que personne n'a la situation. Là, en fait, la réponse, elle est démocratique. Chacun défend sa position et à la fin, on arrive à arbitrer. Voilà. Donc ça, c'est un peu l'idée. Alors, et pour designer une relation, oui, on peut se poser plusieurs questions. Donc là, c'est moi qui propose, mais vous pouvez disposer comme vous voulez. Donc moi, la première question en fait, que je me pose quand on design une relation, quand on veut la transformer, c'est en fait les bénéfices ou les effets qu'on cherche à produire avec cette relation et les besoins auxquels on cherche à répondre. Parce qu'en fait, derrière une relation, il y a un besoin qu'on vient remplir. Si je prends par exemple, là, j'ai fait un petit bonhomme avec son téléphone, là, il y a une relation socio-technique, donc entre une personne de la société et un objet technique, une relation socio-technique, et là, l'effet, c'est que potentiellement, le petit bonhomme, il veut appeler quelqu'un, et donc l'objet technique y répond. Après, il y a la question aussi des effets secondaires. C'est-à-dire que cet objet, il va avoir un effet sur l'homme, et cet effet, potentiellement, va avoir d'autres effets sur les autres relations et les autres besoins. Donc, typiquement, si c'est une application de réseau social, si on reprend le business model Canva, par exemple, et le framework que vous connaissez peut-être qui s'appelle AARRR, qui est un framework, en fait, d'addiction. Parce que oui, ce que j'ai pas dit, mais je voulais quand même le dire parce que c'est quand même très important. Quand j'ai créé, du coup, quand j'ai cofondé la startup dont je vous parlais tout à l'heure, on a pris le business model Canva, on a pris ce framework AARR, en fait, ça veut dire, je crois, acquisition, activation, rétention, referral et revenu. En gros, c'est comment je rends les gens addicts. Comment je fais en sorte qu'ils sachent que j'existe. Une fois que j'existe, comment ils utilisent mon appli une fois. Et comment je fais après qu'ils la réutilisent le plus longtemps possible avec l'indicateur de performance qui est la durée d'utilisation de mon application. Donc, comment je fais en sorte qu'ils utilisent la mienne et pas une autre et qu'ils restent le plus longtemps possible dessus. Ça s'appelle l'économie de l'attention et c'est ce qui est écrit dans les bouquins. Il y a un bouquin qui s'appelle Hooked qui veut dire hameçonner, comment construire des habitudes chez les gens. Je l'ai utilisé. Et je m'en excuse. Parfois, on est obligé. Enfin, moi, il y avait un petit chapitre sur l'éthique. Hein. Il y avait 2 pages sur l'éthique. Je crois que le gars, il a eu sans doute, il s'est dit, il faut quand même que je mette 2 mots. Il a mis sa raison d'être à la fin. Bon, donc voilà, non, mais tout ça pour dire que, donc là, potentiellement, ça crée d'autres effets. Donc, ce type d'application, ce que ça crée, donc, c'est des phénomènes de dépendance. Donc, il y a un besoin qui n'est plus assouvi, notamment le besoin en fait d'être avec les autres. Il y a l'isolement qui peut être créé. Mais heureusement, les amis qui sont à côté ont des contre-stratégies. Donc là, on est sur l'effort systémique. Hein. On a des effets régulateurs qui peuvent venir d'ailleurs, soit des amis en disant « Bon, lâche ton téléphone portable. Si c'est la mère, ça marche mieux. Et si vous avez 12 ans et que c'est votre mère, c'est une contre-stratégie qui marche bien. Ou pas, peut-être pas. Ça dépend. Bon. Après, vous avez par exemple la RGPD aussi qui vise à faire en sorte que vous ayez le consentement pour que les boîtes puissent vous tracer pour ensuite vous retenir. Et vous avez aussi des applications de déconnexion maintenant. Il y a des applications de déconnexion pour compenser les addictions faites par d'autres. Donc, tant que vous n'êtes pas addict à l'app de déconnexion,
Ça va. Mais bon, tout ça pour dire que, là je dévie un peu, mais en gros, en fait, cette relation produit des effets qui potentiellement mettent en danger d'autres besoins. Donc en fait, si vous devez designer par exemple un objet technique, si vous voulez le faire de manière, enfin avec soin, bah, il faut se dire dans quelle mesure je ne détériore pas aussi les autres relations qu'entretient cette personne avec le reste, en fait, pour que le système tienne. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe, c'est comme il y a les contre-stratégies, au final, vous utiliserez, si votre mère vous dit, bon, si votre mère est vraiment méchante et qu'elle vous utilisera plus, vous l'utiliserez plus, en fait. Donc finalement, quand on design un objet technique, on a aussi un peu intérêt à ce que ça ne mette pas en péril les autres relations du système. Sinon, tout le monde disparaît. Donc on a intérêt en fait à arbitrer et à faire des efforts. Donc il y a, bon, je me suis un peu égarée, il y a le pourquoi, donc les bénéfices, les effets secondaires à regarder. Il y a aussi le quand, donc la dynamique temporelle de la relation, c'est-à-dire la durée par exemple, donc si je prends le cas du téléphone, la durée d'usage, la durée de vie, combien de temps va durer la relation, est-ce qu'elle est robuste, la fréquence de la relation, à quel moment ça arrive, et aussi la réversibilité. Donc, quand on tombe par exemple dans des phénomènes vraiment d'addiction très importants, c'est difficile de revenir en arrière, ça coûte énormément. Après, il y a la question de l'ancrage spatial, en fait, où a lieu la relation. Et bon, après, peut-être la première question, je l'ai mis à la fin, mais une des premières questions, c'est quelles sont les entités qui sont dans la relation ? Et quelle est leur nature et quelle est la nature du lien ? Donc là, typiquement, il y avait un objet technique, une entité humaine, et la nature du lien, c'était l'usage de l'application mobile. Donc voilà en gros les différentes questions que vous pouvez vous poser pour designer une relation. En conclusion, 1 heure. C'est bien. Donc, en fait, voilà, je voudrais que vous gardiez à l'esprit, je dirais, 2-3 choses. La première chose, c'est on est face à des problèmes complexes, pernicieux, et donc il faut accepter de ne pas avoir des réponses tout de suite. Les réponses, elles seront collectives. Elles nécessiteront en fait du temps, des connaissances pluridisciplinaires. En fait, comme vous l'avez vu, les systèmes sont des systèmes, je parle de systèmes socio-technico-terrestres. En fait, si on prend juste notre téléphone portable et je prends tout le système autour de lui, autour de lui, il y a une usine qui l'a produit. Cette usine, elle est liée à l'eau dont on a besoin pour produire le portable. Ce portable, il est lié à la personne qui va l'utiliser. Ce portable, il est lié aussi à toutes les boîtes qui ont des applications qui sont sur ce portable. En fait, on voit que le système, si on commence à tirer le fil, on a fait la planète entière. Mais ce que je veux juste dire, c'est que quand vous avez un problème, souvent il est pris dans un système de relations complexes qui est multisphère, qui est dimension donc sociale, technique et terrestre. Et c'est important ça de le voir et de se dire, en fait il y a des experts de la dynamique, des dynamiques sociales, ce qu'on appelle ça les sociologues ou par exemple personnes qui font des sciences humaines et sociales. Il y a aussi les personnes qui vivent, c'est-à-dire un consultant, il a une forme d'expertise sur les sciences humaines et sociales qui est plus de l'ordre de la pratique que de la théorie. Après, on a des climatologues. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'on peut mêler en fait ces connaissances très pratiques et plus théoriques pour pouvoir trouver des réponses. Donc ça, c'est la première chose, donc il ne faut pas s'effrayer, et c'est normal, et donc les dispositifs, ils doivent évoluer. Après, la deuxième chose, c'est de se dire, quand vous... au-delà de quand vous cartographiez un système et quand vous designez une stratégie, pour moi, c'est plus du design de relation. Il faut vraiment avoir une pensée, je pense qu'il faut avoir une pensée systémique, et ça demande un changement d'état d'esprit. Là, j'ai mis la phrase de Peter Senge, alors je vous conseille vraiment. Lui, c'est un chercheur qui a écrit un livre qui s'appelle La 5e discipline, où il parle justement de la pensée systémique. Donc lui, c'est un spécialiste de la pensée systémique, super intéressant. Et en fait, il disait cette citation-là, il dit « De fait, la discipline de la pensée systémique est fondée sur un changement d'état d'esprit. » Déjà, c'est ça, c'est qu'avant de mettre en place des dispositifs, il faut déjà regarder le monde un peu différemment. Et donc, il y a 2 dimensions pour lui. J'en ai rajouté une 3e. La première, c'est donc percevoir les interrelations plutôt que les chaînes linéaires de cause à effet. Donc, de voir finalement ce système socio-technico-terrestre et d'observer le processus de changement plutôt qu'une série d'images statiques. Donc là, on revient sur la notion de vivant, en fait. Quelque chose qui évolue. Et donc moi, cet état d'esprit, j'aurais envie de l'appliquer donc, à la redirection écologique des organisations. Donc là, pour designer un système vivant qui soit en équilibre dynamique. Il y a le concept, le concept du One Health, je ne sais pas si ça vous parle.
En fait, donc One Health, c'est bon pour santé. Et en fait, et je pense que c'est peut-être une bonne direction. Donc c'est la direction du vivant. Et en fait, c'est composé de 3 éléments. Il y a la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. En fait, c'est la question de la santé, du système socio-technico-terrestre. Là, c'est la question du vivant, finalement. Et c'est un concept qui est utilisé, là, le concept du One Health. Donc voilà, et la dernière chose qui me paraît importante, c'est de se dire que ce changement d'état d'esprit, en fait, ça prend du temps en fait, pour le mettre en œuvre. Pour le faire, on a les dispositifs de gestion. Et donc, si on veut faciliter ce changement d'état d'esprit, il va falloir désamorcer l'ancien en démantelant ou en tout cas en questionnant les dispositifs existants. Donc la première chose déjà, c'est quand vous avez un dispositif qu'on vous le donne, juste essayez de le comprendre. Regardez l'idéologie. Qui est dans le dispositif? Le monde, il est composé de quoi? C'est quoi le sens, ce dispositif, si je le mets en œuvre? C'est quoi les comportements que naturellement ça va générer chez moi? C'est quoi mon rapport au temps? Est-ce que là, ça va être un rapport au temps où je vais devoir aller vite? Est-ce que c'est un rapport à l'espace qui est plutôt localisé ou plutôt globalisé? Donc déjà, la première chose, même s'il y avait un truc à faire, parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire, c'est... D'ailleurs, vous pouvez essayer de réfléchir à c'est quoi les dispositifs de gestion que vous utilisez autour de vous. Et est-ce que vous ne pourriez pas vous poser la question, c'est quoi le paradigme et le monde qui est caché derrière? Et ensuite vous dire, est-ce que ça me va ou ça ne me va pas? Si ça ne me va pas, je change. Voilà, je vous remercie. Vous avez des questions? Oui. Moi, en vous écoutant, je trouvais ça super intéressant, mais je me disais, en fait, la prise en compte donc, de l'aspect systémique des décisions, l'interaction de l'individu, l'entreprise, avec son environnement et avec les différentes sphères que vous mentionnez, et les questions qu'il faut se poser. En fait, il y a une entité qui est... peut-être sur le long terme, ça va être l'entreprise qui va devoir prendre en compte ces questions-là, mais l'entité qui est censée se poser les questions et apporter des solutions, c'est l'État, en tout cas c'est la force publique. On prend par exemple la question des quotas de pêche. Si on laisse la coordination par les prix de marché et les logiques de profit décider de comment les ressources sont allouées de l'activité des pêcheurs, on se rend compte que très vite on arrive à un épuisement des ressources halieutiques et que en fait c'est pas le bon mode de coordination. Donc l'État se rend compte de ça et donc il va imposer des quotas. Si même en imposant des quotas, il y a aussi la prise en compte du fait que il y a les fonds marins qui seront raclés par des filets de pêche, l'État va légiférer. Il va dire que c'est interdit d'utiliser telle technique de pêche. Et puis si on se rend compte que c'est pas suffisant, on va créer des zones protégées. Ouais, donc il y a un certain nombre de décisions. On peut aussi, par exemple, prendre la question du travail des enfants. Ouais. Avant, les enfants étaient considérés comme des ressources dans les entreprises. L'État arrivé a interdit l'usage des enfants. Et en fait, 100 ans plus tard, l'entreprise a bien pris en compte dans son paradigme de production que utiliser des enfants comme main-d'œuvre, il y a un problème éthique, mais pas qu'un problème éthique, il y a un problème avec l'interaction avec la sociosphère. Et en fait, tout ce dont vous parlez, même moi je suis économiste, la science économique, elle a posé des concepts là-dessus, concepts d'externalité négative, lorsque par exemple le fait d'aller pêcher a un effet négatif sur l'ensemble de la société, alors que moi j'en tire un bénéfice parce que je vais pouvoir vendre le poisson sur le marché. Et il y a aussi des externalités positives où en fait je vais investir une activité parce que je vais avoir uniquement l'aspect pécunier, je ne vais pas avoir l'impact positif social que ça peut avoir, et donc l'État va intervenir soit pour freiner certains comportements, soit pour les interdire, soit pour encourager d'autres comportements, pour qu'on tende vers un optimum entre guillemets social ou socio-environnemental. Donc en fait, tout le système que vous décrivez, moi je vois que il y a une question de long terme. Effectivement, c'est peut-être plutôt sur le long terme que se pose la question de l'entreprise qui intègre tous ces éléments dans son processus de production au sens large, pas seulement matériel, mais dans tout ce que ça implique, et que à court terme, en fait, l'État est là pour justement donner baliser le
chemin et dire ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, ce qui est soumis à la fiscalité, ce qui n'est pas soumis à la fiscalité, etc. Non, mais je suis d'accord. En fait, la difficulté justement de la... Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a ce vide stratégique? Enfin, selon moi, une des raisons, c'est que c'est le principe des systèmes, c'est qu'il y a un effet retard en fait sur les effets. C'est-à-dire que les effets, ils sont loin dans le temps, ils sont loin dans l'espace. Et souvent, quand on fait des choses, on n'est pas concerné par les effets de ce qu'on produit. Et donc, l'État, ce qui est pas mal, c'est que lui, comme il a à cœur le bien-être collectif, il est capable de prendre en compte dans ses réglementations, en fait, de faire l'acteur régulateur, la force régulatrice. En fait, j'en ai pas parlé, mais dans la pensée systémique, il y a 3 piliers. 3 piliers, 3 effets. C'est un peu, on peut mélanger ces effets, et après, ça fait plein de comportements différents. Et dans ces 3 piliers, il y a l'effet amplificateur, les cercles vicieux dont je vous avais parlé tout à l'heure sur le changement climatique et la biodiversité. Il y a l'effet régulateur. En fait, c'est les contre-stratégies. C'est le cas, je disais, par exemple, la mère qui dit à son fils qui utilise une application qui rend addict d'arrêter de l'utiliser. Donc, il y a des contre-stratégies. Et en fait, le rôle de l'État, c'est d'être un garde-fou et lui de prendre soin en fait, des limites planétaires parce que finalement, c'est son rôle en fait, de s'assurer que sa population aille bien. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est que donc il y a une multiplication des réglementations. Donc là, elles sont en train de s'abattre sur les entreprises à une vitesse. Je pense que si on regarde depuis 2001, là, à mon avis, je pense que c'est une croissance exponentielle. Entre la zéro artificialisation nette, les moteurs thermiques plus ou moins, ça dépend des pays, pour 2035, les questions aussi de biodiversité, la neutralité carbone, etc. Donc ça se multiplie. Donc aujourd'hui, l'État fait bien effet de garde-fou. Mais par ailleurs, il y a des choses très concrètes. Les sécheresses cet été, elles sont là. C'est-à-dire que là, on est en train de se rendre compte, et les entreprises le vivent vraiment dans leur chair, c'est plus des... Là, ce qui a changé, c'est que c'est plus des prédictions du GIEC qui sont complètement intangibles. C'est je suis dans mon usine, il fait 50 degrés. Est-ce que j'ai envie, je suis ouvrier, est-ce que j'ai envie de travailler? Bah non. J'ai le Covid, je suis infectée, est-ce que je vais travailler? Bah non. Ou si je voulais, je peux pas parce que je suis confinée. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, tout d'un coup, maintenant, ça devient hyper concret. Et ce qui se passe, c'est que ça va se multiplier. Et le truc, c'est que c'est pas uniquement les entreprises qui sont impactées, mais c'est tous les acteurs de l'écosystème de l'entreprise. Et ce qui s'est passé avec la pandémie du Covid, c'est un exemple, c'est un exemple typique de la systémie et des interdépendances. C'est-à-dire, il y a un des chercheurs là, du master qui disait, en fait, la notion de local et global, elle ne veut plus rien dire. Parce qu'en fait, c'est la question plus de la distance géographique, mais la distance relationnelle. C'est-à-dire que celui qui est en train de creuser dans les mines à l'autre bout du monde pour fabriquer mon téléphone, en fait, il est hyper proche de moi. Enfin, je veux dire, on est connectés. Si lui n'est plus là, donc il est loin, mais en fait, c'est une des personnes là, tout de suite, là, quand je tiens ça, que j'utilise, c'est une des personnes qui est la plus proche de moi, au niveau relationnel. Si la personne n'est plus là, je ne peux même plus faire la présentation et personne ne peut me voir à l'écran. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'est pour ça que la notion d'externalité pose problème. C'est que parler d'externalité, c'est comme si l'entreprise pouvait être isolée. Et c'est ce que j'ai montré dans ce graphique-là, c'est pour ça que j'ai voulu changer. C'est-à-dire que là, oui, on se dit que l'entreprise, elle est isolée. C'est un petit bloc comme ça qui flotte au milieu de l'espace. Mais en fait... l'entreprise, elle est reliée à tout, c'est-à-dire que sans ces ressources, ce qu'elle appelle des ressources, si les ressources ne sont pas là, l'entreprise s'arrête. Si vous n'avez plus de semi-conducteurs, vous ne pouvez plus fabriquer de téléphone. Si vous avez des employés malades, vous ne pouvez plus faire fonctionner les usines. Et là, on se rend compte tout d'un coup que ce qui n'était des ressources, en fait, c'est juste des entités qui existent, dont l'entreprise dépend, et si elle veut pouvoir exister, elle a besoin de les prendre en compte. Et les problématiques, moi, dès que je parle avec des dirigeants, là, des organisations, c'est qu'on n'arrive pas à recruter. À un moment donné, on s'est dit, en fait, l'énergie humaine, elle est infinie. Il y a un marché du travail, et puis on peut prendre les gens, les changer, et l'énergie humaine, elle est infinie. Mais en fait, la notion du temps, elle est importante parce qu'il y a du temps, c'est du vivant, donc il y a un temps de régénération. Genre, il faut être, faut pas être fatigué, donc il faut pouvoir dormir. Et c'est pour ça que, par exemple, pour une des stratégies, la semaine de 4 jours, c'est quelque chose qui a été testé et qui a l'air de fonctionner. C'est-à-dire que tout d'un coup, face aux difficultés de recrutement, celles qui ont décidé de designer justement un nouveau système, c'est-à-dire où elles ont changé le rapport au temps. Avant, c'était 5 jours et on travaille
sans interruption, là tout d'un coup, elle se dit qu'est-ce qu'on peut changer dans notre stratégie? Ah, on va changer la dimension temporelle. On va passer à 4 jours. Est-ce qu'en changeant ça, ça va changer la relation qu'on a à nos salariés? Ah oui, ceux qui sont là, tout d'un coup, ils veulent rester. Et ceux qui ne sont pas là, ils veulent venir. Donc là, on a fait muter le système. On a fait muter le système comment? En changeant la dimension de la relation entre la personne et sa pratique, à savoir passer de 5 jours par semaine à 4 jours par semaine. Donc là, on a changé nos relations. Mais on a changé la dimension temporelle de la relation. Donc si je reviens sur comment designer une relation, ouais, on a changé en fait la fréquence, quoi. Et donc oui, pour revenir sur les externalités, ça fait penser que c'est externe. En fait, c'est pas externe. L'externalité, c'est qu'une action qu'on fait a un impact qu'on n'a pas prévu sur les autres. Mais du coup, on voit jamais le contre-impact. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, l'effet... en fait, il y a vraiment une interdépendance. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un effet dans le vide. Si je produis un effet, c'est donc qu'il y a quelqu'un. Et si, a priori, il n'est pas inerte, si c'est un être humain, souvent, il y aura une contre-stratégie. Et s'il est inerte comme l'eau, bah, à un moment donné, si l'externalité, c'est de puiser beaucoup d'eau, à un moment donné, il n'y a plus d'eau. Quand je donnais l'exemple des poissons, c'est que l'externalité négative du pêcheur qui veut maximiser son profit en pêchant un maximum, c'est qu'en fait, quelques années plus tard, il n'est plus rien à pêcher lui-même. Ouais, c'est ça. Donc il y a un retour. C'est ça, ouais. Mais du coup, externalité, on a l'impression que c'est extérieur. Ah non, c'est que ça part de soi, ça va vers l'extérieur, mais ça nous revient. Mais il n'y a pas du coup, il y a là, enfin, ce qui est intéressant là, c'est de dire qu'il n'y a plus d'extérieur. Parce qu'à quel moment la frontière, à quel moment on l'arrête? Justement, puisque tout est lié, c'est ça le truc. Tout est relié. Par exemple, on prend le principe de la fiscalité environnementale, c'est justement faire rentrer dans la comptabilité de l'entreprise, au sein du périmètre de l'entreprise, l'impact environnemental qu'elle a, qu'elle ne peut pas forcément prendre en compte de son point de vue, et justement que cette frontière devienne perméable et que soit prise en compte du coup à travers la comptabilité. On en parlait avant de penser. C'est juste un exemple. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Mais en fait, pourquoi j'insiste sur le mot externalité, c'est quand même le langage. En fait, ce que je dirais, moi je suis très attachée au langage parce que par ailleurs j'utilise le dessin parce que je sais que les mots parfois sont pas suffisants. Et l'intérêt du dessin, par exemple, c'est que ça montre, c'est idéal en fait. Je dirais le langage des dispositifs vivants, ce serait un langage dessiné et visuel. Parce que si on se dit que designer une stratégie, c'est designer un système de relations, tout d'un coup, faire des relations avec des mots, c'est compliqué. Mais un visuel, les relations, bah, on les voit directement. Et tout ça pour dire que les mots qu'on emploie, aujourd'hui, il y a beaucoup de mots en entreprise qui sont vides de sens. Et en fait, quand les mots sont vides de sens, en fait, ça perd du sens, même, je pense, psychologiquement, parce qu'on ne sait plus de quoi on parle. Quand on définit aujourd'hui les raisons d'être, on les définit de manière tellement générique que, comme je vous le disais, je pourrais les dessiner pour n'importe qui. Quand on demande la raison d'être, les gens disent oui, c'est la bienveillance, ou les valeurs, par exemple. Bienveillance. Ouais, je pense que je peux même vous dire à tous quelles vont être vos valeurs. Si vous êtes là et que vous m'écoutez, j'imagine écoute, partage, rencontre. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers des valeurs, c'est surtout des pratiques et des situations. Donc la question, c'est, vous aurez beau dire la raison d'être, les valeurs, c'est ça, c'est concrètement dans le quotidien, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous sentez. Pour moi, ça c'est hyper important de partir de la situation. Et c'est pour ça que c'est vrai que si là je parle de système, mais on ne peut pas aborder un système de manière globale en fait. On aborde forcément un système depuis un point de vue parce qu'on est chacun un acteur et on a chacun des visions différentes, chacun des problématiques différentes et chacun nos propres stratégies. Par exemple, imaginons qu'on soit 10 dans la salle, chacun d'entre vous représente une limite planétaire. Mais qui a raison à la fin? Parce qu'en fait, le truc, c'est que comme elles sont interdépendantes, si j'en améliore une, j'en dégrade l'autre. Mais est-ce qu'il y a une des limites planétaires qui est prioritaire sur les autres? En fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les problématiques, chacun compte, et c'est pour ça que la question d'empathie, par exemple, on parle beaucoup de la question d'empathie. C'est, moi, je porte par exemple la problématique du changement climatique. Je suis climatologue, je travaille au GIEC, pour moi, c'est hyper important. Mais j'ai quelqu'un en face qui est sur la biodiversité. Bon. Et ben, je me dois d'écouter en fait et de considérer que la cause qu'il porte, elle est importante, elle a de la valeur. Par contre, c'est pas ma cause. Donc moi, la stratégie que je vais mettre en œuvre, c'est une stratégie qui ira dans mon sens, mais je tiendrai compte en fait de la cause de l'autre parce que je sais très bien qu'en plus, si jamais je n'en tiens pas compte, il y aura une contre-stratégie. Donc moi, j'ai intérêt finalement à prendre soin du reste si je veux que ma cause porte. Et après, on peut jamais dire
il y a plein de causes qui sont bonnes. Certains, les écologistes vont dire que c'est l'environnement, les autres que c'est plutôt la société. Et donc en fait il y a des scissions, mais en fait tous les combats ont une importance. Après la question c'est vous, de votre point de vue d'acteur, où vous vous situez, qu'est-ce que vous pouvez faire. Je suis dans une entreprise, je suis responsable marketing, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je continuerai à utiliser le framework AARRR et j'utiliserai le bouquin OOCT? Peut-être que non. Je suis ingénieur. Est-ce que maintenant, quand je vais designer quelque chose, je vais considérer comme moi je l'ai fait quand j'étais ingénieur, où je considérais que le système technique, je ne me disais pas que quelqu'un va l'utiliser. J'avais juste oublié qu'il y avait quelqu'un qui l'utilisait. J'étais pris sur mon truc technique. En fait, quand on est ingénieur, en fait, on crée un objet technique qui va avoir un effet et qui va transformer en fait la personne qui va l'utiliser. Et ça, on ne le design pas quand on est ingénieur. On ne se dit pas, je réponds à un besoin et comment je design pour qu'à la fin, l'ensemble, c'est-à-dire que la relation justement socio-technique entre par exemple, le téléphone et la personne soit quelque chose de durable et de vivant. Non, on design le téléphone portable. Puis après, on dit ah oui, en fait, c'est comme ça que les gens l'utilisent. Et souvent, ce que font les gens, c'est qu'ils détournent après les objets. C'est-à-dire que le marketing a dit voilà leurs besoins. Puis souvent, on détourne, par exemple, c'est le cas des réseaux sociaux. Les printemps arabes, c'est un détournement, finalement, démocratique des réseaux sociaux, où ils ont détourné la technologie qui est censée justement les cibler pour pouvoir leur vendre, leur faire acheter des choses. Ils l'ont réutilisé pour autre chose. Je me souviens des détournements de technologie comme ça. Voilà. Je sais pas si c'est une autre question, j'ai beaucoup parlé. Je vous ai tous mais tout ça pour partir de vous. Et il y avait d'ailleurs sur les outils, dispositifs, du coup maintenant il faut changer le mot, dispositifs de gestion, il y avait la plateforme 21 qui avait organisé 2 jours d'ateliers sur justement les outils un peu de transition écologique. Et on avait une trentaine, il y avait le CEREMA, il y avait plein d'organisations qui étaient présentes. Donc je pense sur le site de la plateforme 21, il y a beaucoup de choses. Il y avait la boussole de la résilience, il y avait plein de choses. Et je vous invite à aller les regarder. Je ne les ai pas encore analysés, donc prenez-en un et analysez le paradigme derrière l'outil. Et alors après aussi, une dernière chose aussi auquel je voulais préciser, parce que c'est parfois les injonctions contradictoires. En entreprise, sans doute vous y êtes habitués, et c'est intéressant de les voir, par exemple sur le sujet de la transition écologique. On va demander à des ingénieurs de prendre en compte l'environnement en faisant des analyses de cycle de vie. Donc ils vont optimiser les analyses de cycle de vie. Du coup, l'idée, c'est de comprendre en fait l'impact sur tout le cycle de vie d'un produit depuis son extraction jusqu'à sa fin de vie sur les différentes sphères dont je vous ai parlé. Donc pas uniquement l'impact carbone, mais vraiment tous les types d'impact. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, les ingénieurs font ça. Et en parallèle, on demande aux gens du marketing et aux commerciaux de vendre beaucoup. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en plus, si le produit il est environmentally friendly, du coup, on le vendra plus facilement. Donc d'un côté, on a un ingénieur qui dit « Ah ouais, je vais vraiment diminuer l'impact ». Et de l'autre côté, on a une forme de ce qu'on appelle l'effet rebond, où en fait, la performance et les primes des personnes du marketing et des commerciaux, elles sont indexées sur le nombre de produits vendus. Donc en fait, ce qu'on va gagner au niveau des analyses de cycle de vie, on va les perdre au niveau du marketing. Donc au final, on a des énergies qui sont opposées, et à la fin, si on a de la chance, on reste à 0, et si on n'a pas de chance, on a ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire qu'on vend beaucoup plus, parce que tout d'un coup, on a démontré à quel point notre produit était écologique, alors qu'en fait, un produit écologique, ça n'existe pas, enfin environnemental, friendly, ça n'existe pas parce qu'on utilise forcément des ressources. Donc il y a des produits plus ou moins qui ont un impact plus ou moins grand. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se dire, si je fais une ACV sur un goodies, genre un truc qu'on me donne, à la fin, genre une sorte de, je sais pas moi, un stylo, et que je vais jeter je vais laisser dans mon entrée, l'entrée de chez moi, et que je vais jamais utiliser. Mais il a une super ACV. Est-ce que du coup, on considère que c'est de la transition écologique que de faire de l'ACV sur des choses qui n'ont pas forcément d'utilité? Donc je pense que la première question de la transition écologique ou de la redirection écologique, c'est s'interroger sur les besoins. Parce qu'on aura beau faire des ACV ou d'optimiser
d'optimiser des processus industriels, si on optimise des processus qui créent des produits qui ne répondent pas à des besoins, qui ont du sens, c'est pour ça que je prends l'exemple du goodies, parce que là on est plus ou moins tous d'accord, et je pense que... Enfin, moi j'adore les goodies, hein, mais par ailleurs, bon, assez vite je les mets de côté. Donc là, dans l'exemple du goodies, après, il y a des besoins où c'est moins... Souvent, on parle de besoins fondamentaux. En fait, les besoins, ils sont culturels. Bon, le besoin vraiment de manger, de boire, vraiment des besoins vitaux. Mais après, les besoins importants, c'est pareil, c'est un choix démocratique. Et en fait, derrière les besoins, on parle de politique des besoins. C'est sur un territoire, on considère que c'est quoi notre besoin, et chacun a sa vision des choses parce que chacun a une place différente. Mais aujourd'hui, par exemple, avoir une connexion Internet, on peut considérer que ça devient un besoin fondamental. Moi, si j'ai pas de connexion Internet, je ne peux pas travailler. Et comme j'ai besoin d'Internet pour être rémunéré, en fait, ça devient vital pour moi. Donc on peut se dire qu'Internet, c'est un besoin fondamental. Pour autant, Internet pose aussi des problèmes parce qu'il y a l'impact du numérique est important. Donc on voit que c'est pas si simple et qu'il y a pas, on peut pas juste dire voilà les cases à cocher pour avoir un besoin où on est tous d'accord. On sera jamais tous d'accord et ça va dépendre en fait de chaque territoire et de chaque situation singulière. Tout ça pour dire que ça doit être vivant parce qu'en fait ça s'arrêtera jamais. Les besoins ils vont évoluer, les besoins se transforment. Ce qui paraissait être anecdotique peut-être il y a 20 ans, maintenant est fondamental. Et peut-être ce qui est fondamental aujourd'hui deviendra anecdotique dans 10 ans. Et la question pour les entreprises, c'est peut-être du coup de se dire dans 10, 20, 30 ans, ça sera quoi vraiment les besoins qui seront importants. Et si moi je veux être en avance et anticiper, être un leader demain, peut-être que je dois essayer d'anticiper les besoins qui iront en fait dans le sens du vivant, c'est-à-dire qui répondront vraiment à des problématiques du territoire en respectant l'environnement. Donc les stratégies des entreprises, ça peut être se dire ok, j'attends le dernier moment pour me dire je décarbone, ou alors je me dis attends, demain ce sera quoi les besoins vraiment où les gens, j'aurai même pas besoin de faire de la pub pour qu'ils utilisent mon truc parce qu'en fait ils en auront besoin. En fait la stratégie marketing, ça peut être ça aussi. C'est se dire comment je fais pour arrêter la pub, comment je dois designer un produit pour que sans faire de la pub les gens l'achètent. C'est peut-être un produit dont on a vraiment besoin. La réponse à cette question. Il y a une question qui est derrière. Pardon, c'est peut-être trop tard, non? Dans ces changements systémiques, tu l'as dit beaucoup, il y a beaucoup de questions de relations, beaucoup d'humains, de vivants. C'est des transitions qui sont culturelles, des changements qui sont culturels, et le problème des changements culturels, pour les avoir pratiqués, c'est que ça prend du temps. Ah ouais, ça c'est sûr. Et le problème, c'est qu'on en a de moins en moins. Donc, est-ce qu'il y a, à défaut de voir des collapses, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui justement pivotent à l'aune de problématiques ou de troubles hyper immédiats, et qui du coup se mettent à dire peut-être que j'imagine un autre type de réponse aux besoins, et qui tout d'un coup ont une illumination. Mais à défaut de ça, est-ce qu'on va vraiment avoir le temps d'appliquer ces modèles de redirection pour... justement, je pense qu'il y a pas, là dans ce que tu dis, je pense qu'il n'y a pas justement appliqué, enfin dans tous les mots, il n'y a pas appliqué parce que là il n'y a rien à appliquer, il n'y a pas de modèle. Oui. Mettre en mouvement, je veux dire. Ouais, voilà, je pense que c'est plus mettre au mouvement, ouais, exactement. Mais je pense que les mots sont parce que du coup c'est vrai que là il y a justement l'idée c'est qu'il n'y a pas de modèle et qu'il n'y a pas appliqué. En fait c'est l'exploration. Et c'est pour ça que quand j'y partir des problématiques, en fait c'est la définition que donne un philosophe pragmatiste qui s'appelle John Dewey. Lui qui dit qu'en gros la démocratie c'est la capacité des personnes à s'emparer des problèmes qui les concernent. J'ai un exemple très concret par exemple de forme de démocratie, par exemple la création d'un espace de coworking. Non mais on est freelance par exemple, moi je suis freelance, quand je suis seule chez moi c'est quand même pas très agréable, je me sens un peu seule, c'est compliqué de partager sur les problématiques qu'on peut avoir, d'avoir des liens, etc. Une manière démocratique de fonctionner, c'est de se dire voilà, ça me concerne, et c'est peut-être ce que Claude a fait, je ne sais pas exactement la raison pour laquelle il a créé ce coworking, mais peut-être que lui, tu pourras nous raconter Claude, mais c'est de se dire en fait moi j'ai un besoin concret, par exemple il fait de la photo, peut-être que c'était de faire de la photo,
Je dis, ah, j'ai ce besoin-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Par ailleurs, je suis à mon compte. Bon, bah, peut-être qu'il faudra un lieu, mais est-ce que ce problème-là, il n'y a pas d'autres qui le rencontrent, le fait d'avoir un lieu? Bah, tiens, je connais telle personne qui est freelance, tiens, ça te dit pas... Et tout d'un coup, en fait, c'est ce qu'on appelle un public, donc c'est Dewey qui parle de la création de public, c'est je rencontre un problème, et en fait, pour le faire advenir, il faut que j'aille intéresser d'autres personnes à mon problème. Et donc là, par exemple, d'autres freelances qui seraient intéressants, qui diraient, ah oui, vas-y Claude, lance-toi, parce que nous, on est intéressés pour prendre un bureau et payer, parce que on a le même problème que tu rencontres. C'est un peu exactement ton histoire, voilà, il me semblait bien que c'était... Je connaissais pas le détail de l'histoire, mais il me semble bien que c'était ça. Donc en fait, la démocratie, c'est vraiment laisser la possibilité aux personnes qui ont des problèmes de gérer leurs problèmes, en fait. Et le truc, c'est que en fait, donc, créer un public, souvent plus de personnes seront concernées par le problème, plus vous aurez une voix. Et en fait, la démocratie, c'est aussi ça, c'est que c'est une question aussi de stratégie d'acteur. Vous êtes un acteur, vous êtes seul, isolé. Qu'est-ce qui fait qu'on pourra vous entendre? Si vous trouvez d'autres personnes qui ont les mêmes, pas forcément directement le même problème, mais des problèmes qui sont similaires. C'est ce qui s'est passé. Il y a un super livre là qui s'appelle Agir dans un monde incertain de Michel Callon sur la démocratie technique. C'est le sujet. En fait, il expliquait ce principe aussi de constitution des publics, où des personnes qui sont confrontées au même problème tout d'un coup se mettent ensemble pour avoir une voix et pour pouvoir finalement avoir une force face aux autres. Et c'était la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. Donc, je sais plus, c'est dans les années 80, je crois. En fait, ils avaient décidé, sans prévenir personne, que ils enfouiraient les déchets nucléaires dans 4 départements. Il fallait qu'ils fassent le choix au dernier moment. Et puis donc, je crois que c'était sorti, ils avaient dû faire une présentation au préfet. Bon, je sais plus le détail exactement. Mais en tout cas, la population avait été mise au courant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tous lancé une enquête. Donc, finalement, les habitants, ils se sont dit, bah non, mais moi, en dessous de chez moi, j'ai pas envie d'avoir des déchets. L'agriculteur qui dit, bah moi non plus, en dessous de chez moi, j'ai pas envie. L'école, en fait, donc chacun n'était pas concerné exactement de la même manière. L'agriculteur, c'était pour vendre ses produits, c'était pas idéal. Les parents qui ont des enfants, ils se sont dit, non, mais on sait jamais. Bon. Et donc, en fait, il y a plein de publics différents, donc des agriculteurs, des habitants, et puis d'autres, qui se sont réunis en disant, en fait, nous, on veut en savoir plus. Déjà, c'est quoi les risques? Et donc, ils ont commencé à enquêter, à faire appel à des scientifiques pour essayer de comprendre la question des déchets nucléaires. Et finalement, d'une seule possibilité qui était l'enfouissement qui avait été retenue, ils ont rouvert les alternatives. Et donc là, il y a eu pendant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ils ont du coup finalement étudié 3 autres solutions. Et finalement, les habitants devenaient des experts, c'est-à-dire étaient capables de dialoguer avec des scientifiques ou avec des politiques pour avoir un regard en fait sur ce qu'ils disaient. Et donc, c'est ce que je vous montrais sur la question de l'enquête et du design, là, ce processus-là. En fait, il y avait une situation de trouble, un problème pernicieux qui était, je vais avoir des déchets nucléaires enfouis en dessous de mon jardin. Bon, la question c'est, on fait une enquête. Pour pouvoir faire une enquête, de donner une sens à la situation, il faut comprendre ce que c'est que l'enfouissement des déchets. Et pour avoir une voie et pouvoir commencer à trouver des trajectoires, on va intéresser les gens et donc trouver ceux qui sont concernés par le problème. Bon, là, c'était facile. Les gens du problème, c'est les gens qui habitent dans le jardin d'à côté, quoi. Donc c'est facile de traverser la clôture pour aller leur dire « Et vous en pensez quoi ?» Donc voilà, la démocratie, c'est aussi une manière... et c'est vrai de toujours vouloir reléguer à l'État. Je pense que à d'autres acteurs, c'est que chaque acteur a un rôle. L'État, c'est plutôt un rôle peut-être de régulation. Mais après, le truc, c'est que vous pouvez laisser à l'État gérer vos problèmes. Après, vous, votre problématique d'enfouissement de déchets nucléaires, soit vous la prenez en main, et c'est pas facile, ou soit vous laissez l'État décider pour vous. Mais chacun a son rôle, en fait. Je trouve très intéressant la question de l'État, puisqu'on a démarré aussi les échanges là-dessus, c'est dans les interrelations, comment est-ce qu'on se situe. Par exemple, sur le graphique où on a le parking, on voit les interrelations de tout le monde et quelle est la place de l'État. Ah ouais, je l'ai pas mis. Quel est son dispositif de gestion à lui. Tout à fait, tout à fait. Quelle est sa finalité, son objectif. Ouais. C'est une partie. Alors l'État, en fait, on peut dire finalement, effectivement, c'est un dispositif. On peut tout à fait voir ça comme un dispositif qui va contraindre du coup les relations. Donc par exemple, on peut très bien avoir une réglementation, zéro artificialisation nette. En fait, là, on a la relation entre l'usine là, avec le parking et puis la forêt. Donc en fait, la zéro artificialisation nette, elle gère cette relation-là. Elle va structurer et designer cette relation.
Et en fait, le design de cette relation, c'est en fait pas de parking, quoi, potentiellement. Sauf que l'État est intéressé si l'entreprise génère des bénéfices et dans les interrelations. C'est ça. Ouais. Alors la question, voilà. C'est pas la question aux habitants qui donc, sont les gens qui vont élire l'État. Ouais. C'est comme dans l'inaction. Mais c'est pour ça que la question de l'État, ça veut rien dire. Le triangle. Il y a un super chercheur encore qui est un de mes favoris qui s'appelle Laurent Mermet. Franchement, il a toutes ses vidéos. C'est un secret, mais tout le monde est au courant maintenant. Mais il a ses vidéos sur YouTube et il fait de l'analyse. Maintenant, tout le monde est au courant. Bon, analyse stratégique de la gestion environnementale. Lui, il est brillant. Malheureusement il est décédé il n'y a pas longtemps, mais c'est quelqu'un de brillant, et justement lui il dit il faut toujours partir du point de vue de l'acteur. En fait il n'y a pas de stratégie s'il n'y a pas d'acteur. Donc quand on dit les gens, il faudrait, l'État, en fait de qui on parle? Parce que dans l'État il y a des ministères différents. Donc je pense que le ministère de la transition écologique, lui il va être pour la ZAN, zéro artificialisation nette. Par contre le ministère de l'économie, lui, et en fait chacun a un rôle de régulation, et à la fin, d'ailleurs quand on réagence les ministères, on réattribue les pouvoirs, et donc on fait advenir des décisions qui vont être différentes. Donc à aucun moment on peut savoir ce qui va émerger, c'est-à-dire que c'est vraiment des rapports de force, des interrelations qui se défont, qui se refont, qui s'ajustent, et nous en tant qu'acteurs, on peut juste se dire, bon bah là, cette relation elle m'intéresse parce que je suis concernée, je vais essayer de la transformer, et je vais essayer de le faire de manière intelligente, peut-être en passant par d'autres relations, en alliant à ma cause des personnes finalement qui sont intéressées sur la même relation et qui veulent la faire basculer dans le même sens. Donc c'est de la stratégie en fait, finalement. Mais toujours se dire que la stratégie part du point de vue d'un acteur et qu'on a tous des stratégies différentes, que parfois nos directions et ce qu'on veut faire ce sera la même chose, et à ce moment-là on peut s'allier. Mais parfois, les stratégies, de toute façon, les alliances, elles se font, elles se défont. Voilà. Mais donc, quand on parle de l'État, on ne sait pas de qui on parle, il faut dire de qui on parle. Et donc, toujours la première chose dans une stratégie, c'est pour ça qu'on dit définir les entités du système. Là, j'ai été hyper générique, entreprise, fournisseur. Non, en fait, quand on fait la vraie cartographie avec une entreprise, on a le nom de l'entreprise. Potentiellement, dans l'entreprise, si moi, je regarde sur la relation avec le client, ici, je ne vais pas mettre entreprise, je vais mettre le nom de la personne qui est au marketing, qui fait les pubs à destination du client, et pareil le client je vais le nommer, soit j'aurai le persona parce que si jamais, ou si c'est par exemple du B2B, je mettrai le nom de l'entreprise. Donc l'idée c'est d'être le plus précis possible, parce que derrière si vous voulez savoir ce que va faire l'autre, il faut savoir de qui on parle. Ah bah moi j'ai conclu. Alors non, j'ai pas conclu. Alors alors, une petite conclusion. Ne dites rien pour Laurent Mermet, gardez ça pour vous. Lance l'apéro. Ah, on lance l'apéro et ouais, je suis curieuse moi. Alors un petit exercice de voir à la maison. Prendre un dispositif de gestion et m'envoyer pour demain par mail l'idéologie derrière le dispositif. Non, je plaisante petit. Et merci pour ceux qui sont en ligne, s'il y a des gens en ligne. Et n'hésitez pas, même en ligne, à me contacter. Moi, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir explorer ça avec des entreprises, des organisations, ou même des personnes aussi qui sont intéressées par le sujet, indépendamment d'organisations, pouvoir avancer et puis expérimenter, en fait, parce que c'est en expérimentant qu'on pourra peut-être trouver des trajectoires qui vont dans le bon sens. Merci à tous.